Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, le merveilleux Charles Gave, mon meilleur invité, comme dit toujours Léonard, et en présence du DAF que vous ne verrez pas aujourd'hui parce qu'il est au repos et il est un petit peu marri parce qu'il y a un autre chien dans les bureaux et il trouve que c'est pas du tout à son goût et que son territoire n'est pas respecté. Voilà, il fait n'importe quoi ici. Voilà, écoutez, on tourne cette émission parce que vous le demandez souvent le 6 octobre et aujourd'hui, c'est le moment que vous attendiez tous, celui-là même qui arrive tous les mois, c'est le moment où je pose vos questions. Les questions, en général, vous avez deux moyens de les poser, je le rappelle, donc soit sur l'Institut des Libertés, la page Twitter. J'ouvre de temps en temps un commentaire où je vous demande vos questions. Ou alors sur la page YouTube dédiée de notre page YouTube Internet, enfin sur YouTube. Donc, est-ce que j'ai dit YouTube à cette fois? Je ne sais pas. Et dans ces cas-là, vous pouvez poser vos questions aussi en dessous. En général, je mets soit une photo de question, soit une petite ampoule. Voilà. Donc là, j'en ai eu pas mal que j'ai regroupé dans deux thématiques, Charles. L'industrie et les marchés. Avant qu'on commence, il faut que les gens sachent que je peux ainsi dire, jamais au courant de tes questions. Oui, alors ça, c'est autre chose. Tu m'as dit au début, quand on a commencé cette chose-là, je t'ai dit, est-ce que tu veux connaître les questions et qu'on en parle avant, qu'on détermine une thématique? Tu m'as dit, surtout pas, je préfère découvrir au cul du camion. Voilà, exactement. Sinon, je me fais trop de soucis. Donc, on est en présence du mauvais élève, du TDA de base, qui attend le TDA le dernier moment pour faire son travail très bien, efficacement, au meilleur de son stress, mais qui ne veut pas savoir à l'avance pour ne pas anticiper et pas être trop dans l'organisation de la chose. Donc, je veux pouvoir dire des bêtises sans... Famille des zèbres, bonjour. Donc, je continue. On commence donc sur les questions sur l'industrie française. Là, les gens ont quand même deux grandes thématiques. Et pour les vilains boursiers d'entre vous, vous devrez attendre un peu la seconde partie. Les questions seront vers là. Ça vous obligera à rester plus de 20 minutes ou en tout cas y passer. Donc Jordan Guillemin te dit bonjour et merci de partager votre savoir et votre expérience. Je suis consultant indépendant en maintenance industrielle et quand je vois le niveau d'imbécilité et de mauvaise gestion de nos élites est également présent dans les échelons managériaux de certaines entreprises. Donc, comment entrevoyez-vous l'avenir de l'industrie française? Je crois qu'il faut la replacer peut-être un peu dans le cadre européen. D'accord. Parce qu'ici, à GAFCAL, donc ma vraie société en quelque sorte, on a fait des travaux qui ont été assez convaincants pour essayer de savoir... dans le fond, encore une fois, où il fallait être investi sur le long terme. Et on a découvert que, de façon générale, il fallait être investi dans les pays qui avaient le coût de l'énergie le plus bas par rapport aux autres. Ça paraît logique, puisqu'à partir du moment où tu dis que l'économie, c'est de l'énergie transformée, voilà. Tu vas essayer de te mettre à un endroit où l'énergie est la moins chère. Alors, où tu as les plus faibles coûts de production. Voilà. Alors, dans les années 90, ou à peu près, même 2000 à 2010, c'était la Chine. Et alors, comment la Chine faisait-elle son énergie? Elle brûlait du charbon. Ah, je crois qu'elle avait des énormes barrages. Elle a fait des énormes barrages, mais enfin, c'était surtout du charbon. Et donc, ils ont eu, par exemple, un marché boursier incroyable de 2000 à 2010, où c'est monté comme une fusée. Ils étaient le producteur le plus efficient. Bon. Et puis, vers 2010-2012, les enfants avaient de l'asthme, les gens mouraient à cause de la pollution, on ne voyait pas de l'autre côté de la rue à Pékin. Hong Kong, c'était terrible aussi. Hong Kong, c'était terrible, ça arrivait du Pearl Delta, là-bas, de Canton, etc. Enfin, c'était dégueulasse, quand ça arrivait là, ça puait à Hong Kong. Donc ils ont dit, bon, mais ça va bien, on va passer à autre chose. Et ils ont commencé à avoir une énergie plus propre. Et à ce moment-là, il s'est passé un phénomène tout à fait inattendu, c'est que les États-Unis sont rentrés dans la grande période du fracking, tu sais, où ils ont cassé les roches pour faire du pétrole, pour faire du gaz et tout. Et du coup, pendant de 2010 à 2022, ou quelque chose comme ça, aujourd'hui, c'est eux qui avaient l'énergie la moins chère. Donc, le marché américain fait mieux que tout le monde, comme le marché chinois avait fait dans les 10 années précédentes. Donc, la question qu'on doit se poser, et je viens à la question qui est très importante, c'est, dans tous les cas de figure, l'Europe ne sera pas le pays où l'énergie sera la moins chère. Non. Pour
toutes les raisons qu'on a discutées ici, non, ni la France... Oui, parce qu'on n'a pas fait les investissements nécessaires en termes nucléaires et que nos ressources naturelles sont ce qu'elles sont, ce qui était très anticipable, et qu'on n'a pas cherché de nouvelles sources en mer du Nord ou on n'a pas cherché, et encore une fois, l'énergie mondiale qui est transformée, c'est à peu près 80% de l'énergie fossile. Et tous les investissements qui ont été faits dans les miroirs magiques et les moulins à vent, ça n'a rien changé. Bon. Donc, ça ne va pas être l'Europe. Donc, le vrai problème de l'Europe aujourd'hui, et de la France, c'est que la France s'est désindustrialisée parce qu'elle avait réussi, grâce au type qui nous gouverne, à foutre en l'air l'avantage énergétique qu'elle avait. On avait un avantage énergétique vis-à-vis des Allemands, par exemple, mais on s'est débrouillé pour que le prix de notre énergie soit indexé sur le prix du gaz que les Allemands achetaient. Donc, conclusion, on n'a pas pu bénéficier de cet avantage énergétique. Donc, EDF n'a pas eu les capitaux pour faire d'autres centrales. D'ailleurs, ils ne voulaient pas les faire, etc. Bon. Donc, la désindustrialisation française qui a commencé à cause des politiques suivies en France, va maintenant toucher toute l'Europe. C'est-à-dire que l'histoire de l'Europe dans les 10 ans qui viennent, ça va être la désindustrialisation de l'Europe. Et je ne vois pas comment la France pourrait y échapper. Mais la bonne nouvelle, quelque part, c'est comme on a fait des tas de bêtises en amont, nous, on n'a pas grand-chose à désindustrialiser. Enfin, il ne reste plus grand-chose. Tandis que les pauvres Allemands, eux, ils vont s'en prendre plein la tête pour pas un rond. Et donc, voilà, on se retrouve dans un monde où, pour répondre à la question, l'industrie, ça va pas être la joie. Et pour commenter sur une remarque de l'auditeur, c'est que si en plus les affaires sont mal gérées, il y aura très très peu de joyaux de la couronne, de meubles à sauver. C'est-à-dire que si vous êtes mal géré en plus, vous allez plonger plus vite encore que les copains. C'est-à-dire que vous êtes dans une mauvaise situation, et si vous êtes mal géré, vous allez vous emporter encore plus mal. Donc voilà, la réponse est assez tristounette, mais encore une fois, ces cycles-là sont des cycles qui durent entre 10, 15, 20 ans, 30 ans. Et quand ils commencent, il vaut mieux pas être... Warren Buffett, qui est un grand spécialiste des marchés, dit il y a toute une série de gens qui spécialisent à ramasser des pièces de 1 euro devant un rouleau compresseur en marche. Quoi. Ouais. Et donc ils ramassent, puis un jour ils sont complètement aplatis. Quoi. Et quand on les ramène à la maison, la femme dit passez-le sous la porte, quoi, parce que vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce que je vous dis, moi, c'est encore une fois, je ne suis pas là pour faire des prévisions mais je suis là pour dire la réalité. Et la réalité, c'est qu'on est gouverné par des gens qui ne comprennent rien depuis 20 ans. Quoi. Alors, ça amène à la seconde question de Nicolas Z, qui te demande, dans le contexte actuel, comment la France peut-elle gagner en productivité et redevenir compétitive alors qu'on nous parle de réindustrialisation du pays, mais que de vraies décisions ne sont pas prises pour cela. Donc, en gros, là, puisque tu viens d'expliquer qu'il ne pouvait pas y avoir percé dans la production industrielle telle qu'on peut l'entendre, voitures, ainsi de suite, de gains de productivité à cause de l'énergie, quels sont les terrains sur lesquels la France pourrait demeurer compétitive? L'hyperluxe ? On l'est déjà, il y a des secteurs où on est... Alors, j'avais écrit un livre qui s'appelait « C'est une révolte », non, c'est une révolution, il y a en 2008, 9, je ne sais plus très bien, dans lequel j'ai expliqué qu'on avait connu 3 révolutions économique dans l'histoire de l'humanité. Le premier, c'était la révolution agricole, quand on est passé de la cueillette à l'agriculture. Ça a été une révolution incroyable. Ça a probablement commencé au Moyen-Orient, d'ailleurs. La deuxième, c'était la révolution industrielle en Angleterre. Et la troisième, c'est la révolution de la connaissance. C'est-à-dire que l'économie moderne devient de plus en plus une économie de la connaissance. La révolution agricole, ça nous permettait de bouffer, donc d'avoir une population beaucoup plus grande sur un territoire. Donc on multipliait la force de travail. La deuxième, c'est une révolution industrielle. Ça multipliait en quelque sorte la capacité musculaire. Tu vois, parce que on mettait des tas de robots qui étaient capables de soulever des trucs très lourds et tout, alors que là, on n'en était pas capable. Et la troisième, ça touche le cerveau. C'est la révolution. Donc là, on avait un système éducatif il y a 25-30 ans, qui durait depuis des siècles d'ailleurs, où on avait quand même énormément de matheux. Donc on aurait pu, et on peut encore,
avoir beaucoup de ces gens qui se brancheraient directement sur la révolution de la connaissance et sans passer par la révolution industrielle. Donc c'est tous les... c'est les YouTube, c'est tout ça, les Américains ont... l'embêtant, c'est que je me suis laissé dire que même à l'échelon plus élevé, c'est-à-dire des études scientifiques, Polytechnique, Centrale, le niveau a baissé. Et ça, c'est parce que... parce qu'on est devenu un système où il n'y a plus que 30 classes du jardin d'enfants qui fournissent Polytechnique ou Centrale. Il n'y a plus les gars qui arrivent de Rodez ou d'Albi ou de Perpignan, avec un bon accent et qui sont des génies, mais on l'a plus. Donc, logiquement, la meilleure façon de bénéficier de cette révolution de la connaissance, ce serait de libérer ce qu'il faut appeler le marché de l'éducation. Et on n'en prend pas le chemin. Et on n'en prend pas du tout le chemin. On a déjà parlé... Regarde tes deux filles qui sont brillantes, sont toutes les deux à Londres. C'est pas normal. Enfin, je veux dire, il n'est pas normal que... alors, puisque tu parles de mes filles, l'aînée voulait faire quelque chose qui s'appelle de la chimie biomoléculaire, et très tôt. Et c'est-à-dire, en fait, c'est l'application du côté des médicaments pour le corps. C'est-à-dire ça va être tout ce qui est recherche. Alors, si vous restez en mechanical engineering, ça va être tout ce qui est recherche de prothèses. Elle est en chemical, biological. Ça veut dire qu'elle s'occupe de trouver les nouvelles molécules, les nouveaux médicaments et les applications du corps sur ça. C'est-à-dire, le médecin, lui, fait l'inverse. Il dit, vous avez ce bobo-là, c'est ce médicament qu'on prend. Elle est de l'autre côté. Elle dit, la cellule évolue comme ça, c'est ce genre de médicament qu'il faut pour ça. Donc, c'est toute la recherche. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux toucher en France qu'en 7e, 8e année de médecine. Alors que ce sont deux approches très différentes. C'est-à-dire que l'approche chercheur ne leur est pas permis en France actuellement, véritablement. Avant qu'ils aient fait toutes leurs études de médecine. Avant qu'ils aient fait des études de médecine. Or, le corps l'intéresse, mais elle n'a pas forcément envie d'étudier tout le système reproducteur féminin pour pouvoir ensuite faire des choses sur... Mais les hommes aussi ont un système reproducteur masculin. Tu sais, chacun sait aujourd'hui que les hommes peuvent avoir des enfants. Voilà. Les hommes peuvent être enceints. Les hommes avortent aussi. Voilà. Alors, n'y a-t-il aucun secteur industriel à l'abri de cette crise énergétique, te demande Shindo. Par exemple, quelle serait la tendance de la valorisation des industries essentielles comme l'agriculture ? Alors, c'est intéressant parce que tu avais commis un papier que je vous invite à aller voir sur notre site, que Léonard, très à tort, appelle le blog, mais moi, je l'appelle le site, l'Institut des Libertés, qui était sur le prix des terres agricoles en France, ce qui est quand même un scandale. On retrouve la même chose, encore une fois, la malédiction de la France, c'est d'avoir un peuple extraordinairement compétent, travailleur, inventif, diversifié, parce qu'il y a de tout, hein, parce qu'entre en Corse et en Alsacien, il n'y a pas vraiment de raison de relation, mais ils sont vraiment tous les deux français, et qui avaient le même système d'éducation, donc c'était très, très puissant. Et l'État français, depuis la nuit des temps, son but semble être d'empêcher le peuple français de s'exprimer. Et donc, logiquement, l'agriculture devrait être un secteur absolument privilégié en France, compte tenu de l'histoire, du terroir, de tout ce que vous voulez. Eh bien, c'est pas le cas, puisque le deuxième exportateur agricole dans le monde, après les États-Unis, c'est la Hollande, qui est quand même un tout petit pays, quoi. Qui, à l'origine, a été mangé sur les terres, sur la mer. Ils ont vraiment dû... Alors, ça les a rendus inventifs, c'est certain, mais quand tu regardes comme ça, rien de prédestiné dans les échanges, la Hollande à devenir le pays de la tomate. Voilà, alors, pour vous donner un exemple... Ou de la mini-rose. Pour vous donner un exemple, si vous remontez dans le passé, au moment où il y a eu l'invention des navires à vapeur, bon, ça a permis le commerce du blé à l'international. Parce que d'un seul coup, les bateaux, ils mettaient 5 jours pour traverser l'Atlantique et non pas 3 semaines en fonction des vents, etc. Donc ça devenait possible. Et donc l'agriculture européenne s'est retrouvée terriblement concurrencée par l'agriculture américaine. Bon, il y a eu 3 réponses. Hein. Les Danois, ce qu'ils ont fait, ou les Hollandais, ils ont acheté le blé américain pas cher et ils ont fait des cochons qui nourrissaient avec le blé et ils ont exporté les cochons. Bon. Ils ajoutaient de la valeur, en quelque sorte, tu vois, c'est ça. Donc, ils n'ont jamais eu aucun problème. Les Anglais, ils avaient
ils avaient trop de monde en Angleterre, donc ils sont tous barrés d'Angleterre pour aller en Australie, au Canada et tout. Donc deuxième réponse. Ils envoyaient leurs bagnats et leurs putes aussi. Et ils envoyaient leurs bagnats et leurs putes, et ça faisait des très bons citoyens en Australie quelques générations après. Et des joueurs de rugby tout à fait remarquables. Bon, et la même chose en Nouvelle-Zélande. Et puis les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je te laisse deviner. Ben, c'est tout simple, ils ont fait du protectionnisme. Ah oui, bien sûr, oui. Ils ont empêché le blé américain de rentrer. Oui. Et donc, nous qui aurions dû être les meilleurs à transformer, en raison de l'amour de la bouffe qui est en France, eh ben, on s'est retrouvé avec une agriculture... moribonde. Pas moribonde, mais qui a stagné. Qui a stagné, qui n'a pas pris l'essor qu'elle aurait pu prendre dans l'essor mondial de cette période. Logiquement, ils auraient dû sortir du blé et se mettre à faire des produits de luxe dans l'agriculture qu'ils auraient vendus au monde entier. Quoi. Ça aurait été... Ben non, c'est pas ce qu'ils Avec une très forte valeur ajoutée. Avec une très forte valeur ajoutée, on a laissé... Et M. Méline, je crois, qui était à l'origine de cela protectionniste, avait dit qu'on a un beau marché comme la France, on le garde pour soi. Donc c'était... Alors la France a décidé de mettre des contraintes administratives, ça s'appelle la politique agricole commune, qui est une invention de Chirac d'ailleurs, dans l'idée on soit les États-Unis d'Europe, que les autres nous achètent notre blé, corneau. Et ce qui s'est passé, c'est que non seulement ils n'ont pas acheté notre blé parce qu'ils sont bien en faire aussi, mais ce qui est le plus embêtant, et là, c'est que les terres ont été en quelque sorte nationalisées par l'intermédiaire d'un truc qui s'appelle la SAFER. Oui. Ce qui fait que, mettons que vous ayez des incompétents dans l'agriculture, je ne sais pas où, j'en sais rien, dans la Creuse que je ne connais pas, ou, logiquement, ces terres auraient dû être perdues par ceux qui les géraient mal et achetées cher par des gens qui auraient fait du bon boulot. Parce que là, on a décidé on allait monter un système administratif qui allait acheter la terre à celui qui la gérait mal et la distribuer aux copains et aux coquins de façon qui la géraient tout aussi mal parce qu'ils n'avaient pas... Donc, on a empêché le marché de forcer les paysans à devenir plus inventifs, en quelque sorte, et on en a retiré à tous les paysans l'espèce de retraite que leur fournissaient de leurs terres quand ils les vendaient. Du coup, il n'y a plus de paysans. On n'est plus que 3% de paysans en France. Ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, ils auraient voulu tuer l'agriculture française, qu'ils n'auraient pas pu faire mieux. Quoi. Il y a autre chose aussi, on l'a vu quand on s'est rendu, tu te souviens, voir ces agriculteurs qui étaient dans les tranchées là-bas, là où j'oublie, pardon. Ah oui, c'était en Lorraine. À Culé. À Culé, voilà. Et on l'a vu, on a très bien vu, on nous a très bien expliqué que en fait, la politique agricole commune, qui est devenue donc la politique de l'Europe, les force à aller non seulement vers une hyperspécialisation, mais vers des domaines de plus en plus grands. Donc, en fait, on ne peut pas survivre comme une petite exploitation, même une moyenne exploitation. Tu as du mal, tu as besoin quelque part d'avoir des énormes chiffres. Si tu fais de l'extensif, voilà. Tu as besoin de volumes gigantesques. Et donc, tu fais concurrence à l'Ukraine, en ce moment c'est pas difficile, mais ou à la Russie, ou à des terres gigantesques aux États-Unis. Donc, comment veux-tu faire concurrence à ces gens-là si tu as 20 hectares? Voilà, alors dans le laitier, ce qui se passe typiquement, c'est qu'en plus, leur lait n'est pas acheté à l'avance sur les prix. Donc, quand ils lancent une production, ils ne savent pas sur le contrat à terme à combien leur lait va être pris. Donc, ils s'engagent sur un prix, du colza, sur un prix pour leurs bêtes, sur un prix de l'énergie, avec un prix de sortie qui n'est pas encore affiché. Donc, beaucoup peuvent faire le choix de passer au bio. Le bio, ça veut dire revenir à une agriculture plus petite, un produit de qualité, mais du coup, ça implique des contraintes aussi. Tu ne peux pas piquer les bêtes aux antibiotiques plus de X fois par an, et ainsi de suite. Donc, c'est toute une autre forme de contrainte. Et quelquefois, certains agriculteurs... Mais c'est toujours une production plus basse, avec des... Et donc, on ne va pas vers une augmentation de la production de grande qualité. Non, ils essaient de faire un produit qui serait peut-être plus haut de gamme, plus respectueux aussi de l'environnement et de certaines normes, mais c'est pareil, ils sont quand même asphyxiés, en tout cas dans le laitier, avec des prix qui n'ont pas évolué depuis 1989. Et comme ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est on serait dans un marché normal, où les paysans, il n'y aurait pas la politique agricole commune. Le paysan, il y aurait ce qu'on appelle un marché à terme du lait.
comme il y a un marché à terme du blé ou qu'il y a un marché à terme du pétrole. Ce que je trouve le normal. Tout à fait normal. Donc on pourrait vendre son lait à un prix qui vous satisfait sur le marché dans 3 ans, et comme ça on peut faire ses calculs. Tandis que là, comme c'est décidé par une série de corneaux à Bruxelles ou je sais pas quoi, ils n'ont aucune idée du prix qui sera dans 3 ans. Il n'y a pas un prix de marché à 3 ans. Il y a ça, et puis il y a ensuite les collectivités qui achètent les grands groupes. Les grands groupes Danone, Candia, ainsi de suite, qui leur achètent, qui, comme ils sont très dominants sur le marché... C'est ce qu'on appelle un monopsone, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un acheteur. Voilà. Et du coup, ils sont pris à la gorge. Ils sont pris à la gorge, et donc ils sont coincés de tous les côtés. Et du coup, il y a un phénomène qui se passe, c'est que plus personne ne veut être paysan. Non. Et non seulement ça, mais plus personne... Et si j'ose dire, surtout pas les femmes, parce que c'est un métier de chien. Et on est à la campagne, on sort jamais, on voit jamais personne, etc. Donc, il y a une vraie dépopulation, et vous allez dans les départements agricoles, vous vous rendez compte que dans les villages, il n'y a plus personne. Attends, sans compter que pour avoir tes subventions européennes, parce que si ton terrain est un peu haut, mais ils te disent à fond, autrefois, je faisais une demi-journée par mois, maintenant, je fais 2 heures tous les jours pour remplir des formulaires, parce que tu sais, si tu vas avoir la subvention d'eau de pluie, le machin, le truc, tu es obligé de remplir. C'est la vieille blague, je ne sais pas si c'est vrai, parce que en Corse, il y avait des vaches laitières normandes, et donc il y avait des subventions pour les vaches laitières normandes en Corse. Vous pensez, elles devaient la sauter, parce que bouffer des cailloux, c'est pas facile quand on a une vache normande. Et donc il y avait des vérifications de partout en Corse du troupeau, dont on comptait le nombre de bêtes. Et il paraît que c'est le même troupeau qui se déplaçait, qui était compté à chaque fois. C'était le même troupeau qui se baladait partout en Corse, parce qu'ils élevaient pas des vaches, ils élevaient des subventions. Oui. Et ça... Mais ça s'exporte mal, les subventions. J'ai rien contre les Corses, moi je trouve ça très habile de leur part. Tu sais, parce qu'on peut se moquer des Corses, oui. Oui, c'est ça, on peut. Mais il faut pas. Faut pas. On peut se moquer des Corses, mais il faut pas. Écoute, on va faire une petite question de transition entre l'industrie et les marchés qui va porter sur l'or, et que voilà. J'ai une question sur la valeur refuge qu'est l'or. On a bien compris qu'en temps de crise et d'incertitude, l'or pouvait jouer son rôle, mais quand je vois le coût actuel de l'or à 1 700 € l'once, on a l'impression que les cours sont gonflés. Est-ce qu'on a... Attends. Gonflés ? Oui. Oui. Est-ce que même à un prix historique aussi élevé, l'or reste toujours un bon moyen de protéger son épargne ? Ou est-ce que c'est trop tard pour l'instant et qu'il aurait fallu rentrer plus tôt ? Merci pour votre travail. J'espère que vous répondrez à ma question. Oui. Alors, il faut savoir que les marchés financiers, dans le langage commun, c'est ce qu'on appelle le temple des regrets. Parce que j'aurais dû acheter ou j'aurais dû vendre. Donc, ce qu'on aurait dû faire dans le temps, on devrait se taper la tête contre les murs tellement on est nul, ce qui m'arrive tous les matins, mais c'est pas très constructif. Donc, la seule chose réelle, c'est le prix de l'or aujourd'hui qui est à 1 700 €. J'aurais pu l'acheter il y a quelques années à 1 200 ou n'importe quoi, mais... Oui, c'est comme moi, j'aurais pu rentrer dans le Bitcoin quand il fallait. Voilà, juste à la sortie, et tu aurais fait 30 000 fois ta mise. J'aurais acheté une action McDonald's. Voilà, où tu aurais... ou des Apple. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, le rôle des marchés, sur le long terme, c'est d'équilibrer, de faire l'arbitrage entre les différentes valeurs. C'est le rôle des marchés. Alors, ils se trompent toujours au jour le jour, mais sur le long terme, ils ont, pour ainsi dire, toujours raison. Alors, prenons par exemple, depuis 1972, allez, l'or commence à flotter librement. On a cassé Bretton Woods, Nixon est sorti de l'or, du fixation du prix de l'or. Bon. Vous avez le choix entre acheter une obligation française, de l'État français, ou de l'or. Eh bien, de 1972 à 2022, ça fait donc 50 ans. Si, dans l'obligation française, je réinvestis tout le temps les coupons qui m'ont été payés, tu sais, c'est-à-dire que oui, bien sûr. Et je compare ça au cours de l'or 50 ans après, c'est exactement le même niveau. D'accord. Et tu fais ça sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, c'est-à-dire que tu avais le choix entre acheter une obligation d'État français ou de l'or, sur 50 ans, ça n'a pas fait de différence. Mais il est probable, compte tenu des politiques inflationnistes qui ont été suivies partout, que pour moi, dans les 10 ans qui viennent, l'or va faire mieux que les obligations, qui d'ailleurs se pètent la gueule depuis un petit moment. Oui. Donc,
Il y a une question sur le krach obligataire, oui, mais on verra si on y vient. Donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est on est dans une période qui structurellement est favorable à l'or et défavorable au marché financier. Donc on a fait la même chose depuis 50 ans, mais il y a des moments où l'or était 3 fois au-dessus du marché obligataire et le moment où le marché obligataire était 3 fois au-dessus de l'or. Et donc, aujourd'hui, on est juste sur la ligne de tendance. Moi, je serais plutôt en or qu'en marché obligataire et j'en ai rien à foutre que ce soit à 1700 ou n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'essaie de dire, c'est sur le long terme, si il me semble que le marché obligataire, on a tout fait pour les détruire, il vaut mieux avoir de l'or. Après, les gens doivent quand même, je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais tu n'es pas un trader, tu n'es pas quelqu'un. Non, mais tu n'es pas quelqu'un qui fait des mouvements spéculatifs. Toi, tu as toujours été partisan, tu es plutôt un bear market guy, et tu es plutôt partisan d'une gestion pérenne. Moi, ce que j'essaye désespérément de faire, si vous voulez, si j'avais un vieil ami qui était de famille puissamment riche en France, il a disparu, à mon grand gré, parce que c'est un type que j'aimais beaucoup, et lui, il disait, s'il y a quelqu'un qui peut me garantir du 3% réel par an en France, 3%, il me donne 3% réel, c'est-à-dire mon capital monte de 3% en termes réels, déduction faite de l'inflation, je lui donne tout mon argent pour le gérer. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a 2 activités dans la vie, c'est gagner de l'argent, ce que ses ancêtres avaient fait. C'est ce que disait, je crois, Benjamin Franklin. Il disait la vertu d'épargne est une vertu magnifique chez ses ancêtres. Il avait bien raison, ce monsieur. Et l'autre, c'est d'en gagner. Donc, moi, mon boulot, tel que je l'ai toujours conçu, c'est, je dis aux gens, gagner de l'argent de façon entrepreneuriale, ça se fait au niveau individuel. Là, j'ai pas grand-chose. Je peux vous aider à vous mettre en business, je peux vous mettre un petit peu de capital si vous voulez, mais le conserver... conserver la valeur, éviter d'être spolié, ça, je peux vous aider. Et donc, mon boulot, c'est de conserver. C'est pas d'être héroïque, c'est pas la charge à Marengo de la cavalerie française, c'est... si je reste le dernier à sortir de la tranchée, je serais peut-être pas le premier à faire tuer. Tu vois, c'est pas glorieux, hein, mais c'est simplement une espèce d'action de conservation, Et quel est celui qui essaie toujours de me piquer mon pognon? C'est l'État. Donc mon principal ennemi, ça a toujours été l'État, parce que je sais qu'il va essayer de me voler comme au coin du bois, ce corneau. Et donc, voilà, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il me semble que l'or a cet avantage immense par rapport à tous les autres actifs, sauf le Bitcoin, c'est qu'il n'est dans le passif de personne. Oui. Les gens n'ont pas besoin de vendre quelque chose pour... Tu vois ce que je veux dire? L'or, il est dans le passif de personne, alors qu'une obligation française, elle est dans le passif de l'État français, donc du payeur d'impôt français qui ne voudra peut-être pas te payer. Donc voilà, il me semble qu'aujourd'hui, être dans des actifs qui est dans le passif de personne, c'est pas inintéressant. Mais il faut essayer de te le piquer, hein. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, Alexandre Richard, on rentre dans le dur dans les questions de marché, te pose la question suivante. L'endettement de la France va atteindre 3 000 milliards et les taux commencent à remonter. Maîtriser cette dette n'est manifestement pas au programme puisque les dépenses du budget de 2023 sont en gros 50% supérieures aux recettes. Hein, ça, on l'a vu. Je crois qu'ils empruntent 270 milliards, on a vu ça la semaine dernière. Selon vous, combien de temps la BCE pourra-t-elle intervenir pour empêcher les écarts de taux entre les pays membres? Et si ces taux sont faux, ne risque-t-on pas à un moment de complètement perdre la confiance des marchés? Tout à fait, c'est la bonne question. Ça, c'est toute la question de l'Italie qu'on a essayé de traiter la semaine dernière. L'Italie, ils ont 150% de dette par rapport au PIB. Nous, on doit être à 120 aujourd'hui. 123, ouais. 123, quelque chose comme ça. Bon, ils sont à 150, ce qui fait des calculs faciles. Bon, si les taux d'intérêt sont allés en Italie, parce que c'est un pays qui est difficile, à 6, il faudra qu'ils consacrent 9% de leur PIB, année après année, 150 que multiplie 6, 6 fois 5, 30, 6 fois 6, c'est 3, 9, oui c'est ça, 9%. Au remboursement de la dette. Au service de la dette. Au service de la dette. Même pas au remboursement, au service de la dette. Ça prendra 5-10 ans parce qu'il y a ce qu'on appelle la duration moyenne de la dette qui est de 7 ans. C'est-à-dire que pendant les 3 ou 4 premières années, il y aura la dette qui a été émise quand les taux d'intérêt étaient très bas. Mais au bout de 5-6 ans, tu te retrouves. Et il est hors de question que l'Italie puisse payer 9% de son PIB en service de la dette. C'est complètement impossible. Donc la seule solution, ça va être soit que l'Italie
essaye de faire faire monter sa croissance de façon à ce que le taux de croissance soit au-dessus de la dette, c'est-à-dire elle ne peut pas le faire avec les taux de change actuels, donc il faut qu'elle évalue qu'elle soit ni l'inflation. Elle peut essayer, il y aura peut-être un petit peu d'inflation, j'en sais rien, mais surtout, ce qu'elle peut faire aussi, c'est dire à un moment, bah, écoutez les gars, ce que les Français avaient fait en 1797, ça s'appelait la faillite des 2 tiers, bah, on avait dit, bah, les gars, vous avez 100, bah, vous êtes contents parce que vous gardez 33, et d'ailleurs on ne va pas les vous rembourser, ces 33, on va mettre un papier qui vous garantit que vous toucherez 4% sur les 33 jusqu'à la fin des temps, voilà. Donc c'est ce qu'on avait fait, ça s'appelait la faillite des 2 tiers. Donc à un moment ou à un autre, les gouvernements européens vont devoir déclarer que la dette ne vaut pas 100, elle vaut 33. Je vois pas au moment ils peuvent s'en sortir autrement. Et alors, en Italie, ça peut se passer pas trop mal, parce que comme une grosse partie de la dette est portée par les Italiens eux-mêmes. Oui. Tu l'avais expliqué qu'ils pouvaient faire une sorte de crunch. Ils pouvaient dire, bon, bah, on va compresser, vous êtes des bons citoyens. Voilà, vous êtes des Italiens, Forza Italia, et voilà, et tout. Et donc, et puis, et comme ils ont gagné beaucoup d'argent sur la dette depuis 15-20 ans, les Italiens, alors ils se disent, bah oui, bah, j'ai une période facile, allez hop. Donc, je sais pas, mais en tout cas, je vois pas trop comment on s'en sort. Il n'y a pas de... C'est ce qu'on appelle une trappe à dette. Le taux d'intérêt est au-dessus du taux de croissance. Ben, si vous vous endettez, allez, dans votre ménage, 6% par an, et si votre salaire monte de 3% par an, il y a un moment dans le futur où c'est plus possible. Les Anglais disent « something's got to give ». Something's got to give. Ça a besoin de... Le tissu doit lâcher, tu sais. C'est ce que disait Einstein. Il disait la force la plus importante dans l'univers, c'est les taux d'intérêt composés, quoi, parce que c'est une exponentielle. Et c'est pour ça que dans le temps, je crois, dans la Bible, etc., il y avait ce qu'on appelait le moratoire. C'était, une fois tous les... 70 ans, je sais rien, je sais plus, il y avait un truc... On arrêtait tout et on recommençait. On arrêtait tout et on recommençait, parce que sinon, la capitalisation des taux d'intérêt faisait que tout le monde sautait. Bon, alors, Nathan, Claire te demande pourquoi la baisse de l'euro n'implique-t-elle pas mécaniquement une montée de la valeur des actions ? Ah ben ça, c'est une bonne question. Imaginons qu'une société ait 100% de ses ventes en France. D'accord. Bon, si l'euro baisse, elle s'en fout. Elle a ses coûts en France, elle a ses revenus en France, etc. Bon, elle ne sera pas tellement d'effet. Peut-être un peu moins de concurrence de l'extérieur, mais c'est tout, quoi. Si une action a 100% de ses ventes en dehors de France, et sa production en France, à ce moment-là, elle a ses coûts en euros, et ses revenus, je ne sais pas quoi, en dollars ou en yuan, et elle, sa marge va monter de façon extraordinaire, et cette action va monter. Donc, quand une monnaie dévalue, il faut plutôt acheter les valeurs exportatrices parce qu'elles vont bénéficier massivement de la dévaluation. Et celles-là, elles ont tendance à monter un pour un, quoi. Et puis, quand c'est une monnaie révalue, il faut faire le contraire. Il faut acheter des valeurs de consommation et vendre des valeurs de production. Donc, c'est un système. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans le passé souvent, c'est que je bâtis des espèces de mini-indices de valeurs exportatrices ou de valeurs domestiques. Et comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe, je dis aux gens, vous pouvez acheter cet Donc indice. toi, par exemple, si je reprends le portefeuille de l'idéal, on a une valeur comme Sodexo, ça va être une valeur interne ? Oh non, parce que pour Sodexo, ils ont des gros contrats avec, par exemple, l'armée américaine. Ou des je ne me rendais pas compte, d'accord. Non, ils sont partout. D'accord, donc ça, c'est une valeur extérieure. La plupart des valeurs qu'il y a dans l'indice, ce sont des valeurs qui ont quand même une grosse partie de leur vente, au moins 50% de leur vente à l'exportation. D'accord, donc assez peu... Assez peu domestiques. Si j'avais voulu des valeurs domestiques, j'aurais probablement mis Carrefour, allez. Mais Carrefour, ils se font massacrer pour toute une série de raisons. Lidl, je sais pas quoi. Donc, Alors, l'action... Alors, il continue parce que c'est une question. Donc, l'action me semble pourtant être une réserve de valeur non corrélée à la monnaie et devrait donc s'apprécier si la monnaie dans laquelle elle est notée s'abaisse. C'est vrai. C'est vrai. Théoriquement, elle a absolument raison. Vous savez, c'est l'exemple que je donne souvent, vous avez 20 ans en 1920, vous êtes un jeune homme, vous avez survécu à la guerre de 14 en Allemagne, et vous vous dites, il faut que je me prépare ma retraite pour quand j'aurai 60 ans, quoi. Donc, 40 ans plus tard. Et donc, s'il achète des obligations allemandes, la monnaie disparaît 2 fois, totalement. Elle tombe à 0.
Donc tes obligations, ça vaut 0. Donc ta retraite, tu peux te brosser. Si tu achètes de l'immobilier, à Berlin, à Francfort, ou à Munich, ou à Düsseldorf, il ne reste pas grand-chose, c'est bombed. Tu achètes de l'or, comme tu as été un mauvais citoyen, tu as une chance de terminer dans un camp de concentration. Et donc, mais si tu achètes IG Farben, qui étaient les grandes valeurs chimiques, Deutsche Bank et Mercedes, tu prends ta retraite tranquillement. Donc, ce dont les gens doivent se rendre compte, c'est que les actions, c'est un droit de propriété sur des actifs réels. Et que ces actifs réels, tu les mesures en dollars de Zimbabwe, en or, en dollars américains ou en Deutschmark, c'est tout pareil. Ils ont la même valeur intrinsèque qui est difficile à mesurer, mais tu sais que c'est la même valeur. Donc oui, celui qui n'est pas effrayé par la volatilité du marché des actions qui passe son temps à monter et à baisser, parce que dans une crise monétaire, la plupart du temps, pour des raisons de liquidité, le marché des actions se pète la gueule. Et c'est là où il faut essayer d'acheter des actions en dessous de leur cours. Sinon, si soit on a de la liquidité, c'est le moment où il faut mettre la liquidité. C'est la fameuse phrase de Warren Buffett, c'est quand la liquidité se retire qu'on voit qu'il nageait sans maillot, quoi. Mais en ce moment, à mon avis, il y a des tas de gens qui nagent sans maillot, quoi. Oui, d'ailleurs, on a une question sur le Crédit Suisse et la Deutsche. Oui. Alors, attends, petite question de transition de Raphaël qui nous s'occupe de mettre les podcasts sur Spotify et les différentes plateformes. Si tu avais 20 ans, dans quel pays tu irais afin de commencer une carrière professionnelle ? C'est une bonne question, ça, parce que d'abord, il faut bien que les auditeurs se rendent compte d'une chose, c'est que dans la Rome antique, si quelqu'un déplaisait au pouvoir ou faisait une grosse bêtise, on l'exécutait. Mais comme il était citoyen romain, on lui coupait la tête, quoi. Ça se faisait proprement. Mais le deuxième châtiment le plus pénible, c'était l'exil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on va quitter son pays et que ça va être facile. C'est un arrachement d'être exilé. Il y a beaucoup de choses, on ne comprend pas, il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas. Bon. Donc, si je devais aller dans un nouveau pays aujourd'hui, je me dirais, dans quel pays je veux aller ? Il y a un pays que j'aime bien parce qu'il a des avantages assez remarquables, c'est le Canada. Malgré le gouvernement canadien ? Même ça ne va pas durer, ça. Il va disparaître, un de ces quatre celui-là. Mais aujourd'hui, il fait que des bêtises, M. Trudeau, mais c'est pas... Il est à la fin, là, a priori, de son cycle. Il est à la fin de son cycle, on peut espérer qu'il va disparaître. Enfin, qu'il va disparaître, qu'il va... Oui, qu'il va passer à autre chose. On va le renvoyer à faire des conférences. Voilà, faire des conférences. Parce que ils ont quand même le droit anglais, vous savez l'importance que j'y attache, ils ont une espèce de culture démocratique, ils ont des systèmes politiques extraordinairement décentralisés, où dans le fond le Québec est quasiment indépendant, et l'Ontario aussi. Donc le poids de l'État central n'est pas si fort que ça. Et, je vais dire un truc très, très curieux, ils sont doux. Ils sont doux, c'est-à-dire que c'est un peuple qui n'est pas agressif. Ils sont gentils, ils sont contents que vous soyez là. D'ailleurs, les Américains se moquent très souvent des Canadiens à cause de ça. Oui. Qu'ils sont beaucoup trop gentils. Beaucoup trop gentils. Alors que les Américains, c'est un peuple qui est d'une dureté. D'une brutalité. Alors, aller aux États-Unis, dans ma vie, ça s'est aggravé. Autrefois, il y avait une grosse partie du peuple américain qui était comme les Canadiens, puis il y avait quelques fadas ici ou là. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de fadas que de mecs normaux. Donc, j'aurais peut-être tendance à aller au Canada. Je connais mal l'Australie. Parce que c'est un peu pareil, puis alors, mais ça, c'est loin. Hein. Mais quand vous êtes du côté de Sydney, ou de Perth, c'est exactement le climat méditerranéen. Donc, c'est comme si vous étiez à Nice, c'est pas désagréable. Ouais. Alors, revenons sur une question de marché. Bonjour Charles, pensez-vous que le Crédit Suisse soit réellement en danger ? Merci pour vos émissions qui sont toujours d'une grande qualité. J'adore le rire d'Emmanuel qui est tellement communicatif. Voilà. Bon, alors, est-ce que Crédit Suisse est réellement en danger puisqu'on est sur le sujet quid de la Deutsche ? Voilà, alors... Une banque...
c'est un drôle d'animal. C'est une forme d'entrepreneur. Je m'explique. J'essaye d'expliquer aux gens que dans le système capitaliste, il y a 2 taux d'intérêt. Le taux d'intérêt que tu peux toucher sans prendre de risque. Mettons les bons du Trésor à 3 mois, allez, tu vois. Tu mets ton épargne là-dedans, tu prends aucun risque parce que l'État ne va pas faire faillite, et puis à 3 mois, l'inflation n'aura pas d'impact, bref, à condition que ça ne soit pas manipulé, un prix de marché. Et puis de l'autre côté, tu as la rentabilité du capital investi, mettons, qui est le taux, ce que Wicksell appelait le taux naturel. Donc pour qu'une économie fonctionne, il faut que le taux sans risque soit en dessous du taux naturel, de façon à ce que qui emprunte à 3 puisse investir à 5, tu vois, comme ça, la banque gagne sa vie. Mais imagine que la politique économique soit tellement bête, et que la politique énergétique soit tellement bête, que les taux d'intérêt sur l'Italie soient aujourd'hui à, mettons, 2,5, ou j'en sais rien, et que la rentabilité des entreprises passe à -2, toutes les banques qui ont emprunté au taux sans risque pour prêter aux entreprises font faillite, puisqu'elles ont emprunté à 2 et qu'elles prêtent à des gens qui font -2. Donc le vrai problème du Crédit Suisse, c'est est-ce que le système européen est aujourd'hui dans une situation où la rentabilité du capital investi en Europe est négative. Et s'il a emprunté à taux positif, il est cuit. Mais il n'y a pas que lui. Non. Il n'y a pas que lui. Je veux dire, il y en aura un paquet qui suivront. Donc le problème du Crédit Suisse, c'est un petit peu le canari dans la mine, quoi. Oui, mais sauf que pour moi, en tout cas, du côté Crédit Suisse, je me dis... Bon, ils ont dû faire des tas de conneries en plus. Ouais, mais bon, le franc suisse est quand même stable, il y a des liquidités, le gouvernement viendra derrière, on fera une décision, ça va aller bien. Alors que la Deutsche... La taille du bilan de la Deutsche, la dernière fois que j'ai regardé, c'était supérieur au PIB allemand. Donc même pour sauver la Deutsche... Et puis on ne sait pas ces lignes de crédit, qui peut sauter. Mais surtout aussi, les gens doivent se rendre compte, on l'a très bien vu au moment de Lehman Brothers, c'est pour ça que je sautais partout à l'époque. Tout le monde. C'était... Qu'est-ce que c'est qu'un réseau bancaire? C'est des banques qui se parlent les unes aux autres, qui se prêtent de l'argent. Moi, je suis débiteur ce mois-ci, donc je t'emprunte de l'argent à une autre banque, mais je te le rembourserai dans un mois, etc. Donc ça fonctionne sur un réseau, comme un réseau téléphonique. C'est un maillage. C'est un maillage. Mais alors, s'il y a une banque au milieu qui saute, tout le monde arrête les lignes de crédit avec cette banque, instantanément. Mais en même temps, ils disent, mais attends une seconde, il y avait... cette banque qui a sauté devait beaucoup d'argent à la banque d'à côté. Donc je vais couper les lignes de crédit de la banque d'à côté, puis celle d'à côté. Et puis donc, on a bien vu dans les années 2008-2009, c'est que d'un seul coup, le système bancaire international s'est complètement figé, il n'y avait plus aucune transaction. C'est-à-dire, je me souviens de gens qui étaient à Singapour, qui importaient de la nourriture d'Australie en Singapour. Donc tu te dis, bon, ben, Singapour, ça ne va pas faire faillite, l'Australie, ça ne va pas faire faillite. Sur quelque chose de tangible. Ils ont apporté du blé, de la bouffe, du bœuf, je ne sais pas quoi. Ben, ils n'avaient plus aucune ligne de crédit des banques parce que les banques n'avaient plus accès au dollar. Donc d'un seul coup, les exportations de bœuf d'Australie vers le Singapour se sont écroulées. Mais pas parce que les gens avaient arrêté de bouffer du bœuf, c'est simplement parce que les banques étaient bloquées, elles ne trouvaient plus de dollars. Donc c'est la chose du monde la plus dangereuse, c'est quand le système bancaire se saisit. C'est pour ça que j'avais dit, quand ils ont laissé sauter Lehman Brothers, j'ai dit ils sont complètement fous, parce qu'on ne laisse jamais sauter une banque. Donc je suis d'accord avec toi. Les gars qui ont des dépôts au Crédit Suisse, on les rembourse, mais les actionnaires du Crédit Suisse, ils vont à zéro. Et les obligataires du Crédit Suisse, ils vont à zéro. Ça n'a pas d'impact. Mais tous les dépôts, il faut garantir les dépôts. Il faut, à ce moment, je pense que la Banque nationale suisse dirait, je garantis tous les dépôts dans le monde entier. C'est à peu près la seule chose qu'il faut faire à ce moment-là pour éviter, c'est ce qu'avait fait la Suède quand leur banque avait sauté en 92. Ils avaient dit, bon, ben les gars, les actionnaires, vous partez à zéro. Le président de la banque qui a fait des trucs un peu difficiles, on le mettra peut-être un peu en prison, ça l'apprendra. Et les obligataires, ils perdent 30, 40, 70% de leur prêt à la banque. Et puis les dépositaires, rien. Et donc ils ont nationalisé les banques, et ils ont réintroduit les banques, 4 ou 5 ans après, les Suédois, dans le marché financier, ils ont fait 6 fois leur mise, au moment où ils le réintroduisaient. Donc, je ne suis pas un grand favorable, mais une fois encore, comme la monnaie, c'est pour moi une espèce de privilège régalien, quand le système privé a fait à cause de la politique, le système bancaire saute, ben, le devoir du système politique, c'est de nationaliser les banques
pour éviter que la quantité de monnaie s'effondre. Donc, il est possible que le crédit suisse s'effondre, mais à ce moment-là, ça va secouer dans les branches, parce que c'est quand même beaucoup plus gros que Lehman. Que Lehman, hein. Lehman, c'était un cachalot. Tandis que là, on parle d'une baleine bleue, quoi. Quand ça va remonter, ça va faire des vagues. Hein. Tu vois qu'ils ont beaucoup aussi en Turquie ou des... En Turquie, tout le monde a provisionné en Turquie, donc ça va. Turquie, il y a les banques turques qui peuvent... je pense pas que la Turquie... Et puis la Turquie, qu'on le veuille ou non, ça fait partie du monde sunnite. Et donc, si les Turcs ont un vrai gros problème avec des banques, ils iront voir l'Arabie Saoudite, le Qatar, ils diront, dites les gars, et ça s'arrangera. Mais voilà, mais la Turquie, c'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est ces grandes banques. La BNP a, je crois aussi, un bilan très supérieur au PIB français, quoi. Une taille de bilan. Donc, on a aussi nos monstres, nous. Hein. Je ne pense pas que la BNP soit en danger, j'y connais rien. Mais je sais pas. J'aime pas ça. Encore une fois, surveillez le cours de l'indice bancaire. Hein. Oui. SX7E. SX7E. C'est le SX7E. Vous regardez. S'il passe en dessous de 70, vous courez vers la sortie sans rien dire à personne. Hein. Le DAF est d'accord. Alors, une autre question. Qu'est-ce que tu penses des métaux précieux en général, type lithium, cobalt, nickel ? Alors, j'ai pas vraiment d'idée sur la question, mais je vais faire cette remarque suivante. Les gens posent souvent des questions sur des matières premières. Moi, mon métier, c'est d'essayer de regarder l'économie dans son ensemble, les interactions des parts de l'économie, géopolitique, de regarder tout ça, d'essayer d'en faire quelque chose qui tient à peu près la route. Il faut bien se rendre compte que quand on parle des matières premières, en tant qu'économiste... Tout ce qui est commodité. Tout ce qui est commodité. Le seul qui compte, c'est l'énergie. Les dépenses énergétiques, qui passent par les marchés, sont supérieures au chiffre d'affaires de toutes les autres matières premières prises ensemble. Même, je me demande si ce n'est pas même le double. Donc la seule chose qui compte en termes de macroéconomie, c'est l'énergie. Mais ces matières premières rares ont tendance à être corrélées les unes avec les autres. Donc si on rentre dans une période où l'énergie monte beaucoup, il est probable que le lithium, le cobalt, tout ça, ça va monter en même temps. Mais je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est simplement par sympathie, quoi. Mais je n'ai pas d'arvet particulier sur le lithium, le cobalt. La seule chose que je sais, de façon certaine, c'est qu'on rentre dans une pénurie de cuivre gigantesque. Ah oui. Parce que personne n'a fait la moindre recherche pour trouver du cuivre depuis 15 ou 20 ans, et tout le monde nous colle dans un monde électrique. Mais le monde électrique sans cuivre, ça ne marche pas. Donc je me retrouve encore dans un truc absolument remarquable, où ils nous disent il faut avoir des voitures électriques, et personne ne va chercher du cuivre. Donc je me dis, mais ils sont fous, quoi. C'est... Alors... Bonjour Charles, depuis des mois j'ai pris le parti de faire des stocks de produits divers pour anticiper des ruptures. Concernant ma banque, dois-je m'attendre à ce que ces fous bloquent ou ponctionnent nos comptes bancaires ? Conserver du cash en quantité est-il préférable ? Et aussi, quel impact concret sur les assurances-vie en cas de crash obligataire ? Bon, alors d'abord j'espère que tous les auditeurs de notre chaîne et les lecteurs de l'Institut des Libertés n'ont plus aucune obligation française dans leurs assurances vie, parce que depuis le temps qu'on le dit... Écoute, ça fait 10 ans qu'on a créé l'Institut des Libertés. 10 ans que je dis, vous pouvez avoir des actions françaises, mais des obligations françaises, alors là, il faut vraiment être le... Et ça, on l'a dit, mais depuis 10 ans, on tente d'aider ça et là. Alors avant, il n'y avait pas YouTube, alors on faisait que des articles, mais... maintenant, donc la première question, c'est l'assurance vie. Je crois qu'il y a deux sortes d'assurance vie, celles qui sont en obligation et celles qui sont on appelle en unité de compte. Je crois que je connais pas très bien les termes, mais je crois que c'est celle dans laquelle il y a des actions. Si vous pouvez mettez encore une fois des airs liquides dans votre compte, ça me gêne pas. Mais alors avoir une obligation française, il faut être quand même un grand malade. Bon, ça c'est la première des réponses. En ce qui concerne les ruptures, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelque chose qui m'a terriblement surpris, c'est qu'il y a une petite note dans les journaux qui est sortie il y a 2-3 jours, disant que l'année dernière, le ministère des Finances français avait demandé la permission d'avoir accès en temps réel aux comptes et aux transactions de tous les Français.
C'est-à-dire qu'ils ont accès à... quand tu t'achètes ta baguette de pain, quand... Tu vois, et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont demandé à avoir ça? C'est pour pouvoir suivre... Si, par exemple, les gens nous regardent ici, qu'ils ouvrent un compte, je sais pas, aller au Crédit Suisse à Genève... Vous avez le droit, hein, si vous le déclarez, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire, et que vous faites transférer de l'argent là, ben, à ce moment-là, ils pourront vous dire, vous avez de l'argent à Genève, et donc si l'État français essaye de savoir toutes les transactions que vous avez faites dans vos comptes depuis la nuit des temps, et la valeur de vos actifs, les achats que vous avez faits d'actions, d'obligations partout dans le monde, vous avez le droit d'avoir des comptes partout, ça veut dire qu'ils pensent à mettre un contrôle des capitaux. Oui. Je ne vois pas d'autre explication que... Tout à fait raison, bien sûr. Que ça veut dire qu'à un moment, ils vont vouloir vous prendre ces actifs en disant, ben écoutez, l'État français étant... Alors ce sera beaucoup plus facile de saisir les actifs au Crédit Agricole du coin que à l'UBS à Genève. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, il faudra engager des procédures internationales. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, quand il y avait eu le contrôle d'échange de Pierre Mauroy, les Français avaient le droit à quoi, 1500 francs, quelque chose comme ça, oui, pour les vacances, pour sortir. Les vacances, pour sortir de France, oui. Donc, oui, si vous avez une maison... en Espagne, en Grèce. En Espagne ou en Grèce, c'est peut-être pas plus mal d'avoir des dépôts dans la banque locale pour faire tourner votre maison, quoi. Et encore une fois, je rappelle l'histoire que je deviens gâteux. Banquier Lombard. Du banquier Lombard, qui était mon voisin quand j'étais à la Banque de Suez, j'avais 27 ou 28 ans, et qui, toutes les fins de mois, c'était en 71, achetait 3 ou 4 Napoléon. Moi, ce qu'il me disait, je lui dis, mais pourquoi t'achètes des Napoléons ça n'a pas bougé depuis 40 ans. Il me disait, attends, tu vas voir. Et puis il me disait, moi je suis un Lombard, donc tout le monde est passé en Lombardie en massacrant tout le monde, c'est-à-dire les Huns, depuis... les Autrichiens, tout le monde est passé en Lombardie un jour ou l'autre, et avec une pièce d'or, on nourrissait une famille pendant une semaine, quoi, depuis la nuit des temps. Donc, peut-être avoir, allez, une vingtaine ou une trentaine de Napoléons au pied du pommier dans la propriété familiale, mais méfiez-vous au pied du pommier parce que le sol bouge, donc on l'enterre là et on le retrouve à 1 kilomètre, donc faites gaffe. Hein. Donc, je veux dire... Ce dont parle cet auditeur, c'est dans le fond une rupture du système monétaire et du système juridique. Bon, si une rupture comme ça arrive, vaut mieux avoir une réserve de valeur qui ne dépende pas du système. Une petite, ça, assez pour prendre un billet d'avion, enfin. Alors... Alors attends, non, je vais pas faire cette question parce que je pense qu'on a fait assez de questions de marché. Il y avait une question qui était un peu plus philosophique sur laquelle j'aimerais revenir en ouverture à la rigueur, qui était une question d'un monsieur qui s'appelle Olivier Rigal et qui te dit « Bonjour Monsieur Gavle, simple question qui peut paraître philosophique et pourtant qui me semble fondamentale dans la construction d'un vivre ensemble. Doit-on instaurer ou non une limite à la possession ?» La réponse est... il faut instaurer une limite. Tu sais, souvent, on entend ça. Les gens ont trop d'argent pour leur bien, oui. Non, c'est pas tellement ça. Aussi, quand un grand patron d'EDF ou je ne sais quoi va toucher un certain salaire, les gens rentrent tout de suite dans une idée en disant « Ah mais non, il faut que l'État capte ça, il faut que l'État intervienne et dise on ne peut pas gagner plus que... » Alors, on a envie de répondre, effectivement, certes, en imaginant, mais au nom de quoi? Parce que c'est très gentil de vouloir interdire, mais il faudrait quand même, au bout d'un moment, qu'on réfléchisse aux principes juridiques qui sous-tendent ces interdictions. Parce qu'on ne peut pas être un petit peu enceinte. Non. Si tu commences à donner à ton État des prérogatives de t'interdire ceci ou cela, basé sur des choses qui n'ont pas été votées, c'est des principes juridiques qui ne sont pas constitutionnels. Où va-t-on? C'est-à-dire qu'aussi, dans la quasi-totalité du pays du monde, l'impôt sur le revenu, on l'a mis avec, par exemple aux États-Unis, la promesse formelle que jamais ça ne dépasserait 4%. Et je ne sais pas si tu as remarqué, on est plutôt à 50 ou à 60 ou à 70. Donc, une fois que tu te donnes à l'État la permission de
confisquer au-dessus d'eux, je peux faire un pari, c'est que le au-dessus d'eux va baisser historiquement tout le temps, jusqu'au moment où tu n'auras plus rien à toi et tu seras heureux. Tu sais, c'est comme oui, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Donc, Klaus Schwab. Là, encore une fois, il ne s'agit pas... Et en plus, l'homme le plus riche du monde, je crois, dans les années 1870, ou j'en sais rien, c'était un monsieur Bessemer qui avait trouvé une façon de faire de l'acier qui était bien meilleure que les autres, qui était très important à l'époque. Et aujourd'hui, la famille Bessemer, il a eu plein d'enfants, plein de petits-enfants, plein d'arrière-petits-enfants, ils ont chacun une honnête aisance, mais sans plus, quoi. Donc, encore une fois, laissons faire la nature. Je préfère que l'argent gagné par le secteur privé reste dans le secteur privé, plutôt que d'être donné à monsieur le maire, qui vont faire n'importe quoi. Donc, derrière cette question, il y a l'hypothèse que si vous donnez du fric à l'État, il va en faire bon usage. Je crois aussi qu'il y a une autre question, parce que s'il y a une recaptation, il y a aussi une question de philosophie de l'impôt. L'impôt, dans la philosophie de l'impôt, ne doit pas être confiscatoire. Et au nom de quoi, alors qu'il doit y avoir une proportionnalité, imaginons 30%, pourquoi est-ce qu'un ouvrier donnerait 30% et un grand patron devrait donner 90%? Pourquoi cette non ou 100%? C'est-à-dire qu'encore une fois, on revient à la parabole des talents. Le Christ, il ne nous dit pas vous allez, celui qui a gagné 4 talents, quand on lui en avait confié 4, on va lui piquer 2 ou 3 ou 4 pour les donner au type qui l'a enterré, qui n'en a rien fait. Donc si vous passez votre temps à prendre de l'argent à celui qui sait comment créer de la valeur avec son argent, pour le donner à celui qui a décidé de ne rien faire, la croissance ne va pas être terrible. Hein. Donc, surtout que tu peux imaginer que si tu laisses le pognon à la personne qui sait comment le gérer, elle va peut-être le réinvestir aussi, en général. Plutôt mieux. Avec Par des gens exemple, aussi on peut dire des intelligents. tas de choses de Bill Gates, je n'ai pas une passion pour lui, etc. Mais il consacre une partie énorme de sa fortune à l'heure actuelle à essayer de mettre au point des centrales nucléaires littéralement portables, des petits machins. S'il y arrive, il aura été beaucoup plus utile que tous les corneaux qui nous ont fait des moulins à vent avec des subventions. Donc la beauté de M. Bill Gates, c'est qu'il risque son propre fric et qu'il est peut-être compétent pour ça, parce qu'il l'a déjà montré. Tandis que je sais que M. le maire, il est complètement incompétent dans tout ce qu'il a fait. J'ai d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai vu passer, je crois que c'était hier, un petit entrefilet assez drôle qui disait le gouvernement avait fait ses comptes et il n'y aurait pas d'impact de la crise énergétique sur le pouvoir d'achat. J'ai envie de dire, la blague s'arrête et le gouvernement a fait ses comptes. Parce que quand il y a 53 milliards de fraude et que personne ne sait où elle est, et que personne n'est cher de faire, et qu'on me dise qu'on fasse des comptes, il ne faut pas rigoler quand même. Non, mais déjà... Mais je ne parle pas de fraude fiscale, je parle de fraude sociale. Hein. Là, c'est la fraude sociale, mais au-delà de ça, on est quand même en train d'emprunter 270 milliards sur les marchés, avec en plus des OAT qui ont été indexés sur l'inflation. Donc, à leur place, je ne serais pas trop leur crâneur sur l'impact, en tout cas futur, que ça va avoir sur nos enfants. Parce que, encore une fois, ces dettes, c'est de l'impôt différé. Oui. Donc, nos enfants vont les payer un jour. Et ne croyez pas, quand on vous dit, oui, la dette, on ne repayera pas, ça n'est pas vrai. La dette, elle est au passif de quelqu'un. Cette dette, elle est détenue par des gens. Des fonds de retraite. Des fonds de retraite. Qui d'ailleurs... vos assurances-vie. Donc, si demain, on faisait défaut sur cette dette ou on faisait 2 tiers, 1 tiers, hein, comme tu en parlais tout à l'heure, quelqu'un, quelque part, va avoir mal. Et ça pourrait être vous. Et ça pourrait être vous. Et ils auront fait leur compte. Oui. Ça ne sera pas eux. En tout cas, ça ne sera pas eux. Ça c'est certain. C'est très rarement eux. Oui, on est content. Voilà. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait un joli petit tour de table de toutes ces questions. J'espère en tout cas que ça vous aura amusé un petit peu, que ça vous aura diverti et puis que ça vous aura appris des choses. On essaie de faire ça, comme je vous disais, tous les mois. Merci encore de nous suivre. N'hésitez pas à nous retrouver aussi sur Spotify, sur différents formats, sur notre site internet institutdeslibertés.org. Et on aimerait bien arriver à 200 000. Oui, on aimerait bien arriver à 200 000. Alors, parlez-en à vos amis, parce qu'on est sympa, on a un chien. Voilà, on est cool, likez, je sais pas, forwarder dans vos groupes de famille sur WhatsApp. Faites quelque chose, mais on est à 195 000 et ça m'énerve. J'aimerais qu'on arrive à 200 000. Ah, tu veux être à 200 000, tu veux te la péter un petit peu dans les dîners. Dans les dîners, il y a 200 000 personnes qui me suivent, je sais pas qui c'est. On a fait 1,1 million de vues
1,1 million de vues le mois dernier sur le mois de septembre. C'est bien. Ah, c'est bien, il y a 1 million de personnes. Mais je soupçonne que c'est les mêmes toujours qui nous regardent. Non, ça prend en compte. C'est comme quand... Ouais. Voilà, écoutez, merci encore de nous suivre et on vous dit donc à la semaine prochaine pour d'autres sujets passionnants. On verra bien. On verra bien. L'actualité est riche. Voilà. Merci beaucoup. Reste assis, qu'est-ce que tu fais? Merci, au revoir.